Bonjour, bonjour. On est ravis d'être là pour ce live qui conclut une semaine spéciale de live pour les 4 ans de No Code France, donc semaine anniversaire des 4 ans de No Code France. Bonjour, bonjour Pierre. Et donc, je pense qu'on est le live qui va conclure cette semaine de stream très intense. Et donc, je me présente, je suis Angeline, Product Manager de No Code for Good, bénévole, et je suis avec Quentin, qui est notre lead dev. Et donc, on vous a concocté une session spéciale pour vous parler du fonds d'abondement qu'on a lancé pour permettre d'aider les projets à impact positif à avoir accès aux outils No Code. On va pouvoir voir dans le détail ce dont il s'agit. Peut-être 2 mots d'abord de rappel sur No Code for Good. No Code for Good est une plateforme qui met en relation des no-codeuses et des no-codeurs engagés avec des projets à impact positif. Et vous pouvez venir, donc tous les projets peuvent venir sur la plateforme et là, ils peuvent proposer une mission, que ça soit une mission de type j'ai besoin d'un diagnostic, j'ai besoin d'un conseil ou je veux construire quelque chose et trouver une no-codeuse ou un no-codeur pour les aider, les conseiller, les aider à choisir des outils ou encore les aider à construire. Donc, bonjour Shaliva. On va accueillir aujourd'hui Martin, qui est no-codeur expert plutôt dans tout ce qui est automatisation Ops. Donc, c'est ce qu'on appelle les processus internes pour être plus efficace en fait dans ces opérations. Et peut-être, avant de commencer à parler du fonds d'abondement qui va être vraiment notre sujet aujourd'hui, peut-être, Quentin, tu peux dire quelque chose sur les 4 ans de No Code France? Oui, bien sûr. Tout d'abord, on souhaite remercier No Code France de nous permettre de faire nos streams sur leur chaîne. Il faut savoir que No Code France, c'est la communauté qui supporte et qui gère tous les no-codeurs de France. On est depuis octobre, je crois, plus de 15 000, on a dépassé les 15 000 membres de la communauté, ce qui est incroyable, on peut s'applaudir. Et cette communauté elle est gérée par des bénévoles, par des membres qui font tout pour mettre en place des projets. Alors que ça aille du stream au partenariat, l'organisation de meet-up dans les villes. Il n'y a pas longtemps, on a eu les meet-up à Paris, à Bordeaux, celui de Lille qui sera la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi des podcasts pour présenter les membres de cette communauté et ce qu'ils font de génial dans le no-code. Il faut savoir que pour les personnes qui ont envie de participer à la vie de cette association, il y a 2 possibilités. Soit vous voulez des bénévolements No Code France, et dans ce cas, il y a beaucoup de projets qui sont à pourvoir, beaucoup de missions qui sont à pourvoir dans les différentes guildes de No Code France. Si jamais vous voulez aider dans la prise de décision de la direction de No Code France et son futur, pour ça, il faut être membre de l'association. Et pour être membre de l'association, il faut acheter une adhésion qui est, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que Pierre me reprendra, elle est à 20 € par an, ce qui est vraiment pas cher pour une adhésion dans une association. Et à partir de là, vous aurez la possibilité de voter aux assemblées générales, dont la prochaine qui sera normalement le 11 décembre à 13 h sur Twitch. Et encore une fois, bon anniversaire No Code France. Bon anniversaire No Code France. Et j'en profite aussi pour dire que l'adhésion à No Code for Good est à 10 € par an et que nous aussi, on a aussi besoin de soutien. En tout cas, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est plutôt comment on peut à No Code France soutenir des projets qui ont un impact positif et qui ont besoin d'aide, que ce soit financièrement ou techniquement, pour pouvoir décoller. Et les outils no-code sont vraiment utiles pour ça. Alors, je rappelle juste cette information très importante qui est que la deadline pour candidater à notre fonds, c'est le 15 novembre, donc plus qu'une semaine pour candidater. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans le détail sans attendre sur qui peut être aidé, comment, enfin qui peut avoir droit à une aide, pourquoi faire, comment. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on répond directement aux questions.
Et pendant que tout le monde arrive tranquillement et que vous réfléchissez à vos questions, on va donner quelques exemples de comment le no-code peut aider un projet à impact positif, que ça soit une association, une structure à impact, parfois c'est juste des personnes qui se lancent en solo, peu importe vraiment le statut. Du coup, peut-être, Quentin, est-ce que tu veux commencer par un exemple ? Bien sûr, pour l'exemple que je vais prendre moi pour la partie product building sur No Code for Good, je vais prendre tout bêtement No Code for Good parce qu'on est une association à impact positif, il faut le savoir. Et dernièrement, on a eu ce besoin où il y a des personnes qui se sont mises à nous aider bénévolement sur certaines parties de nos missions pour alléger la charge de travail des personnes de nous, les bénévoles, qui étions de base sur nos projets. Et notre besoin, c'était que ces bénévoles, ils devaient avoir accès à la base de données. Et nous, on ne voulait pas non plus qu'ils aient accès à la totalité de notre base et à toutes les informations sur tous les projets qui sortaient, tous les no-codes. Pour ça, c'est simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ce software. On a créé une interface. En une journée, on a fait une interface, à peu près un MVP d'une interface pour nos bénévoles, pour qu'ils aient accès uniquement à ce qu'ils ont besoin pour leur mission. Depuis maintenant, ils peuvent interagir avec la base de données, voir ce qui se passe niveau nos codeurs et projets quand ils en ont besoin depuis l'application. Ils ont leur identifiant de connexion, donc il n'y a pas n'importe qui non plus qui peut aller sur la plateforme. Il y a tout ce niveau de sécurité qui a été mis en place. Et ça a été mis en place très rapidement pour une application qui est gratuite dans le no-code. Absolument. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'application qu'on peut construire très rapidement. D'ailleurs, Quentin, toi, tu l'as fait en moins d'une journée, hein, me semble-t-il. C'est ça, à peu près une journée, en sachant que derrière, on a un MVP. Donc après, l'avantage d'utiliser nos codes, c'est que dès qu'on a les retours de nos utilisateurs, de nos bénévoles, on peut très facilement faire la modification, personnaliser l'interface pour qu'elle soit le plus utile possible pour la personne qui l'utilise. Super, super. Et du coup, on va voir aussi un autre exemple. Après, on passera directement aux questions-réponses avec donc Martin Guibert qui va nous rejoindre. Et Martin va nous parler d'un exemple qui est orienté vraiment ce qu'on appelle les ops. Donc, les ops, c'est vraiment ce qu'on fait en interne, comment le faire plus efficacement. Hello Martin. Hello, hello. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Très bien. Tu m'entends, Géline, super. Écoute, je suis ravi d'être là avec toi. Donc, comme tu le disais, moi, je suis là pour parler de la partie Ops. Donc, Quentin a parlé de la partie plus, on va dire, produit, site internet, application, etc. Et donc, la partie Ops, donc c'est la partie plus processus et métier interne qui permet du coup, grâce au no-code, en fait, ça permet aux associations, mais aussi aux entreprises en général, hein, bien sûr, de mettre en place des automatisations, des choses simples pour gagner du temps en fait en interne. Et donc du coup, moi, l'exemple que j'ai choisi, en l'occurrence, c'est pas un cas sur lequel moi-même j'ai travaillé, c'est un cas que j'ai découvert grâce à Erwan, qui est un des membres de No Code for Good, même un membre fondateur, je crois. Notre président, c'est carrément notre président. Président. Carrément président. Ah, donc là, j'ai la pression, attention, faut pas dire de bêtises. C'était pendant une conférence et Erwan, en fait, racontait qu'il avait bossé avec les Francopholies de La Rochelle, donc un gros événement culturel que vous connaissez peut-être. Et donc, dans le cadre de cet événement, les Francopholies avaient besoin de réaliser l'impact carbone de l'événement. Donc, en fait, de savoir en gros quelle était la consommation, l'impact carbone de l'événement. Et donc, ça prenait en compte évidemment ce que les Francopholies avaient elles-mêmes généré, mais également tous les prestataires et partenaires qui intervenaient. Et donc, ils avaient mis en place une méthodologie grâce à la base, hein, en tout cas, avec des documents Excel. Donc, il y avait un document Excel avec les différentes infos à compiler, qu'ils envoyaient à tous leurs prestataires et partenaires. Donc après, le travail, c'était que chaque prestataire et partenaire devait compléter les informations à la main, tout transmettre aux équipes des Francopholies. Donc ça représentait quelques fichiers Excel, hein, finalement. Et l'équipe des Francopholies devait compiler toutes ces informations-là à la main. Donc prendre ligne par ligne tout ce qui s'était passé pour chacun de leurs prestataires, tout compiler au même endroit pour pouvoir faire une analyse. Donc on se rend bien compte que s'il y a un ou deux documents Excel à compiler, ça va vite.
à partir du moment où on est les Francopholies et qu'on accueille des dizaines, voire des centaines de prestataires et de partenaires, ça peut vite être hyper fastidieux et hyper compliqué. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un outil qui s'appelle Airtable, qui est du coup un outil no-code de base de données relationnelles en l'occurrence, et qui permettait du coup de compléter ces informations-là plutôt que de le faire chacun de son côté, de le faire sur un outil centralisé, et plutôt que même de devoir rentrer chacun dans une base de données, les prestataires et partenaires simplement avaient besoin de compléter un formulaire. Donc, ils complétaient le formulaire, ça renseignait toutes les informations dans la base de données Airtable qui compile toutes les informations, et donc ça permettait en fait aux équipes des Francopholies de ne pas avoir besoin de tout faire à la main. Et donc évidemment, quand on fait tout ça à la main, ça peut créer des erreurs, évidemment. C'est un travail qui est en plus pas super intéressant de tout faire à la main. Et donc du coup, grâce à cet outil no-code, ce processus a été complètement automatisé. Donc ils n'avaient plus besoin de rien faire à la main. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un exemple interne. D'autres exemples qu'on peut donner, c'est par exemple le suivi du bénévolat. On peut, avec des outils no-code, automatiser la collecte pour suivre combien d'heures vos bénévoles ont effectué et faire le suivi. Un autre use case qu'on peut avoir assez souvent, c'est par exemple la gestion des adhésions. Toute association, par exemple, a des adhérents, donc il faut pouvoir faire un système de gestion des membres, veiller au renouvellement des cotisations. Et tout ça, c'est des choses pour lesquelles on peut utiliser des outils no-code pour simplifier le travail. On peut aussi avoir, par exemple, des tableaux de bord. C'est des tableaux de bord financiers, c'est des choses qu'on peut construire. Et puis, bien sûr, donc ça, c'est sur la partie interne. Et puis, sur la partie externe, avec les outils no-code, on peut facilement construire un site vitrine. Je ne sais pas, en combien de temps tu dirais, Martin, est-ce qu'il faut pour construire un site vitrine, par exemple? Ça va dépendre de la complexité, mais juste la base d'un site, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes. Ça peut vraiment aller très, très vite. Et après, évidemment, il va falloir tout imbriquer, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de très simple. En tout cas, à première vue, le no-code. On appelle ça aussi d'ailleurs la programmation visuelle pour un peu donner un autre nom. Ça permet vraiment de faire des choses de manière extrêmement visuelle. Et il y a plein d'applications et d'outils qui sont utiles et très faciles à utiliser pour faire ce genre de choses. Tout à fait, tout à fait. Donc, même si on parle de quelque chose d'un peu plus sophistiqué, avec, par exemple, des infos sur vos actions, un petit module pour recruter des bénévoles, même pour recueillir des dons, c'est vraiment des choses qu'on peut faire facilement une demi-journée, en une journée. Et puis, il y a bien sûr tout l'aspect base de données. Tout projet à impact, quel qu'il soit, a rapidement une base de données. Et donc, ça, typiquement, c'est des choses qu'on peut faire alors que beaucoup de personnes galèrent avec des fichiers Excel dans tous les sens. On a chaque semaine des demandes comme ça de gens qui viennent avec leur casse-tête de fichiers Excel et avec des outils no-code, on peut vraiment faciliter tout ça. Donc, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais peut-être, pour commencer, donner une petite information sur comment fonctionne notre fonds d'abondement. Donc, le principe du fonds d'abondement, c'est 1 € pour 1 €. Donc, en fait, les missions qui sont déposées doivent passer par la plateforme de No Code for Good. Et à partir du moment où vous avez une mission, pour chaque euro que vous investissez dans cette mission, No Code for Good apporte 1 € aussi. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous rémunérez une no-codeuse ou un no-codeur au tarif solidaire, le tarif solidaire qui est à minimum 200 € par jour, là, vous seriez à 100 € par jour. Et l'aide peut aller pour une mission jusqu'à 1 500 €. Donc, en fait, ça représente quand même 15 jours de travail. Donc, avec ce qu'on vient de dire avec Martin, on voit bien qu'avec 15 jours, on peut vraiment faire décoller un projet, on peut faire des choses vraiment importantes, en sachant que, donc c'est un cofinancement, c'est le principe qui a été retenu. Alors oui,
on a une question sur d'où viennent ces fonds. Effectivement, là, il faut qu'on remercie les généreux donateurs du crowdfunding qu'on a pu faire. C'est comme ça qu'on a pu lever en fait des fonds. Et c'est vrai, c'est de l'argent de la communauté qui va retourner à la communauté quelque part. Mais bon, il y a aussi nos partenaires comme XAR. J'en profite pour remercier nos partenaires. Il y a XAR, il y a Contournement qui nous ont aidés en abondant ce fonds d'abondement, si je puis me permettre. Et donc, c'est de là que va venir l'argent. Alors, effectivement, il y a une question qu'on nous posait qui était combien de jours une mission peut durer. Eh bien, le principe de No Code for Good, c'est que c'est quand même normalement des missions courtes. On va vraiment, il y a une modération, c'est-à-dire que si vous êtes un projet et que vous déposez une mission sur la plateforme, cette mission, elle va pas apparaître directement, elle va être validée en interne. Et les conditions pour ça, je dirais, il y a 3 conditions. La première, c'est que déjà, elle doit être for good. Alors, qu'est-ce qu'on entend par for good? Eh bien, for good, ça veut dire un impact positif. Un impact positif, comment est-ce qu'on mesure ça? Eh bien, on se réfère aux 17, on les appelle les ODD, donc les objectifs de développement durable de l'ONU, ce qui couvre un peu tout, hein, je veux dire, entre l'environnement, les questions sociales, sociétales, il y a quand même à boire et à manger quelque part là-dedans. Donc, ça, c'est le premier critère. Il faut que le projet soit for good. Le deuxième critère pour déposer une mission sur la plateforme, c'est que le scope, le périmètre, le contenu doit être vraiment précis. Donc, on ne peut pas arriver en disant moi, je veux une application pour faire ceci ou cela. Il faut vraiment que ça soit, par exemple, une mission de diagnostic pour voir un peu qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, ou ça peut être un conseil sur le choix d'outils, ou ça peut être de construire quelque chose, mais par exemple 2 ou 3 fonctionnalités clés. On parle par exemple de MVP. Donc ça, c'est vraiment le deuxième critère qui est important. Et puis, bien sûr, le troisième critère, c'est que si vous êtes une structure qui avait les moyens de financer, on ne va pas accepter que vous ayez recours à du bénévolat. En fait, le bénévolat va vraiment être réduit, va vraiment être limité au projet qui, sans ça, ne pourrait pas du tout se lancer. Moi, j'ai une petite question en tant que no-codeur. Du coup, qui est-ce qui va recevoir l'argent du fonds d'abondement? Est-ce qu'il passe d'abord par le porteur de projet et ensuite c'est lui qui me le verse? Ou est-ce que c'est moi qui le reçois directement par No Code for Good? Et en même temps, je me demande, est-ce que tout l'argent doit venir à moi ou est-ce qu'en même temps, je dois compter dans l'argent qui va être mis dans le projet, le prix de l'outil, peut-être des prix à côté pour la publicité, tous les trucs comme ça? Est-ce que l'argent du fonds d'abondement va me servir juste au développement ou aussi peut-être au side de l'application? Voilà, ça, c'est vraiment deux points très importants. Je vais peut-être commencer par la question sur qu'est-ce qui peut être financé avec le fonds d'abondement. Donc, l'argent du fonds d'abondement ne servira uniquement à rémunérer le travail effectué par la no-codeuse ou le no-codeur. Donc, en ce qui concerne les outils, par exemple, ou parfois d'autres frais qu'il peut y avoir quand on développe un projet avec du no-code. Ça, c'est quelque chose qui doit être pris en charge par le projet. Et du coup, c'est vraiment bien d'insister là-dessus parce que le choix de l'outil peut avoir un impact très important. Je ne sais pas si tu veux dire 2 mots là-dessus, justement, Quentin.
C'est sûr, alors Martin pourra, je pense, compléter sur la chose, mais c'est vrai que les tarifs des outils, c'est quelque chose qui se discute beaucoup avec le client quand on lui explique que sa solution sera développée en no-code. Il faut lui expliquer que généralement, c'est des outils en abonnement, que c'est un prix par mois à prévoir pour l'outil, et que ce prix il dépend beaucoup et de quel outil on utilise, et aussi de quand est-ce qu'on l'a pris, parce que c'est des prix qui peuvent changer à tout moment par l'éditeur qui décide de monter ou de baisser ses prix. Si Martin, tu as quelque chose à dire en plus sur le choix de l'outil? Non, tu as tout dit, Quentin, c'est vrai. Enfin, je vais juste ajouter que c'est vrai que dans le no-code, il y a des outils qui se créent et qui disparaissent chaque jour. Donc, évidemment, le choix de l'outil est hyper important. Et évidemment, le coût qu'il a, si c'est une structure qui a moins de moyens, bah, c'est aussi à nous de choisir les bons outils avec eux pour nous adapter à leurs besoins. Ouais, tout à fait. Donc, d'ailleurs, cette question du choix de l'outil, elle est tellement cruciale que je dirais que ça peut vraiment être même une mission en soi, parce que finalement, l'outil qu'on va choisir, ça va après avoir un impact sur la faisabilité technique du projet. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Ça va avoir un impact sur le coût. Donc, c'est vrai que nous, souvent, les gens arrivent en disant, on voit des projets arriver en disant, moi, je veux faire du Airtable, moi, je veux faire du Notion, parce qu'ils le connaissent, ils ont entendu parler, mais c'est pas forcément le bon outil. Donc, toute cette réflexion sur quel outil est-ce qu'on choisit, elle est vraiment très importante et il faut pas hésiter à la confier à une experte ou à un expert du no-code. Et donc, du coup, là, je vois un petit complément d'information qui est demandé. Et si la mission a un périmètre restreint, mais que mon projet est ambitieux, est-ce que je peux faire appel plusieurs fois, soit plusieurs missions à la suite via No Code for Good? Oui. Donc, la réponse est oui, absolument. Donc, le critère pour qu'une mission soit acceptable, c'est qu'elle doit être strictement délimitée. Mais par contre, on peut mettre plusieurs missions sur No Code for Good. On peut les mettre à la suite, enfin, on peut les mettre d'un coup ou on peut les mettre au fur et à mesure. Et dans le cadre du fonds d'abondement, par définition, on va être sur des projets potentiellement plus importants. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour candidater, le process, c'est quoi? C'est que vous mettez votre mission sur la plateforme, vous la publiez, et ensuite, vous candidatez au fonds d'abondement. Et dans votre candidature pour le fonds d'abondement, ça peut aller au-delà de cette première mission qui est publiée. C'est-à-dire qu'il y a cette première mission, mais il y en aura d'autres derrière et votre candidature, elle portera sur ce groupe de missions, si je puis dire. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Alors, super question sur est-ce que No Code for Good répertorie quelque part les tarifs ASSO des outils qui en proposent. Eh bien, on est dessus. On a ça dans notre backlog. Mais on n'a pas encore pu… donc, en fait, on a quand même une page outils où on a quelques infos là-dessus, mais clairement, elle n'est pas à jour. Et c'est quelque chose sur lequel on est et donc qui va venir. Alors, question de Virginie. Merci beaucoup pour cette question, Virginie. Au-delà des critères indispensables que vous avez évoqués, sur quels autres critères choisissez-vous parmi les différents projets? Donc, nous, on va soumettre en fait les projets à un jury de plusieurs personnes avec des personnes de No Code for Good, des personnes extérieures à No Code for Good, et on va vraiment regarder la qualité du projet dans son ensemble. Donc, on va regarder le for good, on va regarder les critères financiers, on va regarder le scope et globalement, on va essayer de privilégier les projets qui sont de meilleure qualité et les projets dont on voit bien aussi que la porteuse ou le porteur de projet met les moyens derrière pour que ce projet puisse décoller, puisqu'un projet à impact, c'est des outils, mais c'est pas que des outils en fait, on le sait tous. Pour avoir été dans différents projets, il suffit pas d'outils et d'une no-codeuse ou d'un no-codeur chevronné pour faire décoller un projet.
Donc, on aura quand même une vue d'ensemble là-dessus. Alors, une autre question de Mathilde. J'ai compris qu'il fallait être dans le for good, mais si j'ai un projet et que je n'ai pas encore monté ma structure, est-ce que c'est possible d'être accompagné ou faut-il forcément que j'ai créé ma structure et si oui, laquelle? Alors, nous, on n'est pas à cheval sur cette histoire de structure. On n'est pas des grands fans de bureaucratie à No Code for Good. Donc, c'est pas obligatoire, c'est pas indispensable, c'est pas obligé d'avoir un statut d'association, ni même d'être une structure à impact. Nous, on voit quand même beaucoup de projets passer qui sont portés par des individus. Donc, ça, c'est pas forcément quelque chose de bloquant. Maintenant, clairement, on va quand même regarder que ça soit pas l'idée que deux potes ont eue hier soir en buvant une bière, quoi. Si je puis m'exprimer ainsi, on va quand même vérifier que c'est quelque chose de solide qui tient la route et avec les moyens et l'énergie derrière pour fonctionner. Alors, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions là, Quentin, qu'on avait. Alors, je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce qu'on peut peut-être annoncer la date à laquelle on annoncera nos résultats, les résultats et les projets Oui, bien sûr. Donc, je rappelle que la deadline pour candidater, c'est le 15 novembre. Et on pourra, nous, on annoncera les projets qui sont retenus le 4 décembre, me semble-t-il. Quentin, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que c'était… Oui, c'est ça, c'est bien le 4 décembre. Donc, le 4 décembre, on annoncera qui a été retenu par notre jury. Alors, on a une question de Xavier, hello Xavier, qui nous dit « Est-ce que vous avez des stats sur la satisfaction des assos que vous accompagnez ?» Très bon point. Eh bien, en fait, satisfaction, c'est-à-dire satisfaction avec nous, j'imagine que c'est ça la question, Xavier? On peut répondre de facettes, satisfaction avec nous et satisfaction avec nos codeurs aussi peut-être. Ouais. Alors, en fait, on a des retours. On va les chercher et on en reçoit aussi. On reçoit des retours de projets. On reçoit des retours de nos codeuses et de nos codeurs. D'ailleurs, c'est quand même pour ça qu'on a beaucoup de choses dans le backlog en termes d'amélioration de la plateforme. Et on vous en a déjà parlé cet été. On vous en reparlera. On a des choses qui sont en cours pour avoir des process plus efficaces, pour que la mise en relation se passe bien, pour que la collaboration se passe bien. Maintenant, est-ce qu'on a un dashboard avec des stats? Non, Xavier, j'en rêve, à vrai dire, avec ma casquette product. Il y a rien qui me ferait plus plaisir que d'avoir ça. Et on va y travailler parce que, honnêtement, pour nous, la mesure de l'impact, elle est clé parce que Erwan le dit beaucoup, notre président, et j'en profite pour le rappeler, No Code for Good ne gagne rien à la mise en relation. Nous, on est tous bénévoles et on est animés par l'envie d'aider des projets à impact positif à décoller. Donc, on met en relation, on essaye de faire que les choses se passent au mieux, mais on le fait vraiment avec peu de moyens, comme les projets d'ailleurs qu'on accompagne. Et du coup, on a nous-mêmes besoin, là, de plus en plus, d'aller chercher un peu des financements pour, ne serait-ce que payer les outils. On revient à une question qui a été payée. Quand on fait des choses, même en no-code, on a des frais pour payer les outils. Et donc, on a besoin de prouver notre impact. Et donc, effectivement, d'avoir des stats, bien sûr que ça nous serait utile. On n'en est pas encore là. Pour le moment, on a mis en place un système de feedback qui nous permet d'avoir des retours qualitatifs.
dont on tient compte et qui sont très importants. Mais c'est vrai que sur le quanti, pour le moment, on n'y est pas encore. C'est vrai que si tu as des idées à partager, Xavier, n'hésite pas à les envoyer à No Code for Good, on est très preneurs. Absolument. Mais itération, on est bien d'accord. Peut-être que je peux oui, alors Olivier, hello Olivier qui nous dit on avait une question avant. D'accord. N'oubliez pas que pour des projets sans but lucratif, les outils sont parfois gratuits avec une très grosse réduction. Il faut demander à chaque entreprise. Ça, c'est super de le rappeler. Ça rejoint une question qu'on a eue avant sur les bons plans, qui est quelque chose auquel on veut travailler. Donc, mais oui, il ne faut pas hésiter, parce que la seule bataille qui est perdue, c'est celle qui n'a pas été livrée. Donc, effectivement, il ne faut pas aller hésiter à aller frapper à la porte des éditeurs pour demander des ristournes, parce que tout le monde n'est pas comme Canva à proposer la gratuité d'entrée. Bon, après, il faut avoir un statut asso quand même. Donc ça, c'est un point très important et j'insiste dessus parce que c'est vrai que là, l'expertise de la no-codeuse ou du no-codeur peut être clé parce qu'il y a aussi des outils qui sont gratuits. Si on sait comment les utiliser pour quel type de cas d'usage, donc cette question-là, elle requiert vraiment une expertise. Alors, n'oubliez pas, oui, donc ça, on l'a vu. Quentin, je crois que j'ai vu passer d'autres questions aussi. Oui, Olivier qui dit Coda, par exemple, belle réduction, super. Xano aussi. Anne-Ariel qui est avec nous, j'espère que tu notes tout ça. Alors, Emma, merci beaucoup pour ta question. Quel est le format de candidature? Quelles infos sont demandées? Quel niveau de détail? Combien de temps ça prend? Alors, on a essayé de pas faire quelque chose qui soit une usine à gaz et qui prenne la journée, mais tout en garantissant qu'on ait quand même les informations pour pouvoir faire des choix fondés. Et de retenir des candidatures sérieuses. Du coup, je réponds précisément. Le format de candidature, donc c'est un questionnaire à remplir. Là, si vous allez sur No Code for Good sur notre site, Quentin, tu peux peut-être rebalancer notre URL directement. Vous allez avoir le lien qui va vous emmener sur une page avec un formulaire que vous pouvez remplir. Les infos qui sont demandées, c'est pas extrêmement détaillé, c'est des infos sur des infos surtout de cadrage, sur qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, aussi des infos donc sur la porteuse ou le porteur de projet. On va quand même vous demander est-ce que vous avez une structure ou pas, quels sont vos moyens financiers, quel est votre budget. Tout ça, c'est des choses qu'on va vous demander. Et combien de temps ça prend? Eh bien, nous, on estime qu'il faut, pour remplir sérieusement cette demande, il faut une bonne demi-heure, quoi. Une demi-heure, je dirais. Pour répondre à cette question de combien est-ce qu'il faut compter pour l'hébergement, ça dépend beaucoup des outils. Nous, par exemple, avec No Code for Good, on est sur un plan software payant qui nous revient à, c'est quelque chose comme 80 € par mois avec une réduction parce qu'on a but non lucratif. Mais il faut quand même se préparer à payer un peu par mois pour héberger son site en no-code. Après, ça dépend beaucoup du plan qu'on prend, en sachant que aussi dans la plupart des cas, un plan gratuit sur Airtable, sur Software, sur Make ou sur Zapier, ça peut suffire pour ce qu'on a envie de faire. Ça dépend beaucoup de son besoin et c'est pour ça que c'est très important quand on va cadrer sa mission avec le no-codeur d'avoir ce questionnement de quel outil est-ce que je propose, combien de temps est-ce que ça va, combien d'euros est-ce que ça coûtera par mois pour le maintenir. C'est des questions qu'il faut avoir, ça c'est sûr. Absolument. On revient vraiment beaucoup à cette question-là. Par exemple, en ce qui concerne Softair, ils ont fait une augmentation de prix assassine en août, qui du coup a complètement changé les possibilités d'utilisation de Softair. Si on prend un outil comme Bubble, qui est un outil sur lequel clairement il faut une no-codeuse ou un no-codeur pour être aidé, mais avec laquelle on peut faire vraiment beaucoup de choses sur Bubble.
bah, finalement, sur Bubble, on peut quand même utiliser le plan gratuit pour pas mal de choses. Après, si on a ce qu'on appelle des workflows, donc en fait des actions un peu compliquées, et ben là, on va passer sur un plan payant, mais avec un plan à 30 € par mois, on peut faire quand même beaucoup de choses. Donc, je vois aussi Olivier qui dit je viens de voir Airtable, ça revient à 12 € par user. Oui, donc ça, c'est une question importante que donc on peut évoquer. C'est parce que c'est important, je pense que les personnes qui ne sont pas expertes n'ont pas forcément ça en tête. Souvent, ce qui augmente le coût d'un outil, c'est le nombre d'utilisateurs qu'on pense avoir. Donc, quand on fait un site vitrine, ben, on n'a pas d'utilisateur par définition, donc tout va bien, on peut y aller gaiement. Mais dès qu'on est sur une application où on va avoir des gens qui créent un compte, en fait c'est ça, hein, un utilisateur, dès qu'il y a du monde qui commence à créer des comptes, et ça peut aller vite quand on a un projet, en tout cas on vous le souhaite pour le succès de vos projets, et ben c'est là que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, puisque même à 12 € par personne, et ben ça peut monter très très vite. Mathilde qui nous demande si j'ai des questions après le webinaire, est-ce qu'il y a un contact? Oui, il y a un contact, absolument. Donc, vous pouvez nous contacter à contact@nocodeforgood.fr. Je pense que Quentin va nous mettre l'adresse dans le chat. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. On a aussi beaucoup d'experts en no-code avec nous. Et donc, on pourra vraiment répondre à toutes vos questions, que ça soit par rapport à votre éligibilité pour le fonds d'abondement ou que ça soit des questions par rapport à votre projet, sur le cadrage de votre projet. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec nous. Je peux peut-être redire 2 mots sur les formules d'accompagnement qui sont proposées sur la plateforme de No Code for Good. Donc, c'est vraiment très large l'aide que vous pouvez obtenir pour votre projet. Vous pouvez obtenir, par exemple, des conseils pour diagnostiquer un besoin, pour modéliser un processus. Par exemple, si vous voulez organiser la gestion de vos adhérents, ça peut être pour le choix d'outils, ça peut être un audit de sécurité aussi. Donc ça, c'est le format conseil. Après, on a un format plus de formation que vous pouvez demander. Par exemple, si vous créez votre application, après vous voulez savoir l'utiliser, eh bien, vous pouvez poster une mission où vous demandez à une no-codeuse ou un no-codeur de vous apprendre en fait à utiliser un Airtable, un Softair, peu importe. Et comme ça, après, eh bien, vous aurez appris et vous pourrez vous débrouiller avec. On a aussi un format de coaching où là, vous pouvez développer avec une no-codeuse ou un no-codeur qui peut faire avec vous pour vous apprendre à faire. Et puis, bien sûr, il y a l'option où vous avez votre casquette « je gère mon projet ». Donc, oui, Mathilde, hein, tout à fait. Je peux apprendre à créer, je peux faire avec complètement. C'est quelque chose qu'on encourage même parce que le no-code, certes, mais ce serait un peu dommage de créer une application, de créer un site. Et puis, quand vous voulez changer un bouton, par exemple, vous êtes obligé d'appeler quelqu'un. Bon, bah ça sert à rien. Donc, au contraire, nous, on vous encourage à vous saisir au maximum des outils. Maintenant, si vous êtes plus dans la gestion de votre projet, ce qui peut avoir du sens aussi, vous pouvez vous contenter d'apprendre le minimum et compter vraiment sur nos no-codeuses et nos no-codeurs pour vous faire une belle voiture, en sachant que, eh bien, je rappelle, le principe, c'est qu'on ne fait jamais une voiture directement. Je vais utiliser une petite métaphore que Mathilde, qui est avec nous, aime beaucoup. On commence donc avec, me semble-t-il, la trottinette. Et puis ensuite, c'est, je crois, le vélo. Et après, il y a quoi, Quentin? Est-ce que c'est directement la voiture ou pas? Non, après, on fait la mobilette ou le scooter.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Électrique, bien sûr, puisqu'on est dans le for good. Enfin bon, bref. Ah oui, le skateboard, tout à fait. C'est pas une trottinette, ça c'est un commence avec le skateboard, skateboard. exactement. Absolument, merci Pierre. Donc, bref, vous comprenez l'idée. L'idée, c'est vraiment de dire qu'on y va petit à petit. On n'arrive pas avec… oui, tout à fait. C'est Erwan est parmi nous. Donc, on ne commence pas avec une usine à gaz, on essaye, c'est le concept, moi avec ma casquette produit, on va parler de MVP, de produit minimum viable, c'est-à-dire que c'est vraiment important et c'est quelque chose sur lequel on peut vous accompagner de réfléchir à c'est quoi le bouquet minimum de fonctionnalités dont on a besoin pour ce qu'on veut faire, déjà savoir qu'est-ce qu'on veut faire, ça va apporter de la valeur à qui, pourquoi, comment, et à partir de là, c'est quoi les fonctionnalités minimum. Donc, quand on parle de fonctionnalité, c'est ce que votre application, votre site va permettre de faire à une utilisatrice, un utilisateur. Alors, il y a une question là à laquelle je ne sais pas vraiment répondre, mais on va pas esquiver. On sait que les femmes sont moins souvent accompagnées sur leurs projets. Y a-t-il la parité homme-femme dans vos choix? Très honnêtement, c'était pas quelque chose qu'on avait prévu. Nous, en tout cas, on est dans les starting blocks pour accompagner les femmes. D'ailleurs, on parle toujours de nos codeuses, nos codeurs, porteuses de projets, porteurs de projets. Donc, c'est une préoccupation pour nous. Si vraiment on a beaucoup de demandes et qu'on est obligé de faire des choix drastiques, pourquoi pas, c'est des choses qu'on peut regarder. Nous, en tout cas, toutes les femmes qui se présentent chez nous, on les accompagne. Maintenant, notre critère numéro 1, c'est quand même la qualité du projet. Alors, est-ce qu'on a encore des petites questions derrière les fagots là qu'on aurait oubliées? Peut-être un point sur… Ah oui, Marie, est-ce la première fois le fonds d'abondement? Oui, tout à fait, c'est la première fois, donc c'est vraiment une étape très importante pour nous. Comme on le disait au début de ce webinaire, c'est le résultat d'une campagne de crowdfunding qu'on a fait. Donc, c'est notamment la communauté No Code engagée qui a cotisé pour rendre possible ce fonds. Et par contre, nous, on espère vraiment que ce fonds est le premier, mais ne sera pas le dernier. Donc, on va tout faire, d'où l'importance aussi de sélectionner des bons projets qui vont bien marcher et qu'on va pouvoir ensuite aller montrer pour obtenir des fonds pour pouvoir continuer, puisqu'on sait que, et ça peut-être que c'est un point qu'on n'a pas trop abordé, Quentin, mais c'est vrai que sur No Code for Good, vous pouvez obtenir de l'aide de la part des no-codeuses et des no-codeurs à titre bénévole, mais aussi à tarif solidaire. Donc, comme je l'ai dit, le tarif solidaire est à 200 €. Avec le fonds d'abondement, il tombe à 100 €. Donc, peut-être que la question que se posent certaines personnes, c'est « mais pourquoi je paierais un tarif solidaire alors qu'il y a des personnes prêtes à travailler bénévolement ?» Ce à quoi, Quentin, tu as une réponse déjà pleine de bon sens. C'est que si quelqu'un fait un travail bien fait, faut le payer. Ouais. C'est simple. Absolument. Il faut récompenser l'effort de nos codeurs, et c'est un peu le but de No Code for Good. C'est pas qu'on se retrouve avec des structures qui abusent de l'aide de nos codeurs débutants pour faire des projets. Nous, on veut qu'ils soient rémunérés. C'est le mieux possible quand c'est possible. C'est sûr que tout le monde n'a pas la possibilité de payer, mais quand c'est possible de payer, il ne faut pas économiser pour avoir un bon produit derrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, qu'on va, nous, quand on sélectionne les missions, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde, la capacité à financer ou pas. Et on va être quand même pas très… Enfin voilà, s'il y a une capacité à financer, on va quand même demander un défraiement de la no-codeuse ou du no-codeur. Après, ce qu'il faut savoir aussi,
c'est que les no-codeurs et les no-codeuses que vous allez trouver sur la plateforme sont libres de proposer si ils veulent intervenir bénévolement ou à tarif solidaire. Il est évident que vous ne pouvez pas attendre le même degré de compétence et d'implication, et j'insiste bien sur ces deux choses, bénévolement pour un projet. Donc, vous pouvez avoir même quelqu'un avec d'expérimenter bénévolement, mais ça sera pour un projet, pour une mission, seulement pour une mission et très courte. Et si vous voulez aller plus loin, il y a un moment, évidemment, où il faut quand même rémunérer les personnes. Même si c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes, beaucoup de no-codeuses et de no-codeurs, que ça intéresse de participer à des projets bénévolement. Donc, il y a des cas où c'est des personnes expérimentées, mais ce qui les intéresse, c'est le projet. En fait, elles vont choisir le projet, mais bon, elles vont pas forcément avoir beaucoup de temps à y consacrer. Et puis après, il y a le cas de personnes qui se lancent, par exemple, ou qui viennent se former sur un outil, et donc votre projet intéresse aussi pour se faire la main. Mais là, vous n'allez pas avoir le même degré d'expertise non plus. Donc voilà, cette question du coût du développement, je pense qu'on l'a couverte. Le but de No Code for Good, c'est pas du tout que les gens travaillent gratuitement. Alors du coup, une question là. Avant de m'en aller, je souhaitais juste m'assurer que j'avais bien compris. Est-ce que ce nouveau fonds d'abondement, avec ce nouveau fonds d'abondement, un projet à impact solidaire peut financer une no-codeuse ou un no-codeur et se faire partiellement financer grâce à ce fonds? Alors, est-ce que moi j'ai bien compris la question? Un projet peut financer. Donc, l'argent, et ça rejoint une question à laquelle je pense on n'a peut-être pas complètement répondu au début. L'argent, il sert à payer le travail de la no-codeuse ou du no-codeur. Donc, le projet, concrètement, lui, il va dire j'ai besoin de tant de jours, j'ai besoin d'une demi-journée, j'ai besoin de 2 jours pour faire ci ou pour faire ça. Et c'est ce travail-là qu'on va financer. J'espère que ça répond à la question. Alors, est-ce que vous aidez sur le design, le graphisme ou pas? Là, je vais peut-être vous laisser répondre, Quentin et Martin. Alors, si le no-codeur a des compétences en graphisme et en design en plus, il pourra vous aider. Mais nous, actuellement, sur la plateforme, on n'a rien qui permet de savoir si une personne a des compétences graphisme et design. Donc, le mieux, c'est de demander, c'est de poster dans sa mission son besoin de graphisme et de design. Peut-être que des no-codeurs vont venir vers vous, ou peut-être à vous de discuter avec des no-codeurs et de voir si ils en ont ou s'ils connaissent des personnes qui en auraient qui pourraient les aider. Maintenant, tout ça, c'est une affaire de temps, en fait. No Code for Good, c'est une plateforme qui s'améliore de jour en jour. On sait aussi qu'il y a tout un questionnement sur la partie intelligence artificielle qui fait beaucoup de bruit dans le no-code et qui est de plus en plus intégré dans nos outils. Mais nous, on n'a rien pour l'instant, on n'a rien sur la plateforme pour savoir si un no-codeur fait de l'intelligence artificielle ou si un projet en demande. C'est des choses qui peuvent arriver. Si jamais il y a on voit qu'il y a un besoin de design et de graphisme à mettre en place sur la plateforme, pour qu'il soit visible pour les no-codeurs et porteurs de projets, ce sera quelque chose qu'on pourra mettre en place dans des temps futurs. Ouais, mais en fait, quand vous regardez les profils des no-codeuses et des no-codeurs de la communauté, il y a vraiment beaucoup de personnes avec beaucoup de compétences diverses et variées. Donc, je rejoins Quentin, je te rejoins. En fait, postez votre besoin et ça m'étonnerait vraiment qu'il n'y en ait pas qui ait des compétences en design et en graphisme. Après, tout dépend exactement de ce que vous voulez. Mais de toute façon, ce qu'on appelle le front, c'est-à-dire à quoi ressemble une application, à quoi ressemble un site, ça fait partie des compétences généralement, enfin ça fait partie des compétences dont on a besoin pour construire quelque chose. Donc voilà, il faut trouver la bonne personne, mais il y a peu de chances de ne pas trouver la bonne personne.
Et peut-être je peux revenir aussi sur un point qui était que parfois quand on a un projet, on peut avoir du mal à estimer la durée ou la difficulté de la mission qu'on veut proposer aux no-codeuses et aux no-codeurs. Il ne faut pas hésiter à venir vers nous, à nous contacter. On peut vous aider. On sait que c'est pas facile. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel on est en train de travailler avec Anne-Ariel, avec Mathilde aussi qui nous aide là-dessus. Mais donc, ne pas hésiter à nous contacter et on peut vous aider pour estimer justement une mission. Qu'est-ce qu'elle va nécessiter comme temps? Est-ce que c'est difficile ou pas? Et oui, là, je vois un commentaire. Il y a des UX designers intéressés par l'IA aussi, absolument. Tous ces sujets, c'est évidemment des sujets qui sont traités par les experts et les expertes de notre communauté. Je pense qu'on a un peu fait le tour des questions. Et je vois aussi qu'on est arrivé au bout de notre temps. Donc, si Quentin, qui a disparu, revient, on va pouvoir, je pense, boucler ce live spécial. Merci beaucoup, Marie. Et voilà, Quentin, pile poil, Quentin. Je t'attendais. Je pense qu'on n'a plus de questions et on va pouvoir s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi le live. Encore bravo à NoCodeFrance pour ces 4 ans. C'est très cool. Moi, personnellement, sur la plateforme, enfin sur le Slack, je suis toujours très content des messages que je vois. C'est toujours très, très sympathique, très ouvert d'esprit, très inclusif. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux, NoCode4Good, LinkedIn, sur la plateforme et sur Twitch une fois par mois, en sachant que notre prochain live, du coup, ce sera fin novembre, le dernier mercredi du mois, je rappelle. NoCodeFrance, du coup, vous pouvez les rejoindre sur le Slack de NoCodeFrance ou sur leur site qui est je crois qu'il y a une application en développement ou elle est peut-être déjà développée, je n'ai pas trop suivi toute cette histoire. Mais il y a un site en tout cas NoCodeFrance actuel. Vous pouvez retrouver toutes les informations, tous les prochains streams, en sachant que vous retrouverez le stream de NoCodeFrance mercredi prochain avec Marc Lamouret normalement, si je ne dis pas de bêtises non plus. Et ça sera... On a le lien là. Et ça sera sur FileMaker. Et nous, de notre côté, on vous retrouve le 28 novembre. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.